Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, ça y est, on continue le cycle de Terrence Malick. Après avoir parlé de The Tree of Life avec Descadi, du Voyage of Time avec Valérian, le Nouveau Monde avec Serge Fakani, aujourd'hui je reviens avec le film La Balade sauvage avec Jules Menon. Salut Jules, et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est avec grand plaisir et ça m'a permis de revoir ce film qui m'a fait découvrir Terrence Malick en plus, sur le tard. C'est intéressant de revenir. Je crois que c'est le premier Malick que je revois d'ailleurs. Les revisionnages sont toujours importants, surtout dans des films comme ça. Belle transition parce que ça doit être ma première question. Comment as-tu découvert Terrence Malick? Je ne sais pas si c'était pas pendant le confinement ou quelque part par là. Donc c'est assez tardivement finalement. Enfin, tardivement, oui, parce que j'en avais entendu beaucoup parler. J'avais peut-être vu des extraits de The Tree of Life avant, comme beaucoup, aspect un petit peu métaphysique, nature et tout, et réflexion sur la vie. Et un beau jour, je me dis, bah, quitte à commencer Terrence Malick, autant partir par le premier. Je fais pas forcément ça tout le temps, mais des fois, pourquoi pas commencer une filmographie avec le premier film d'un réalisateur. Et puis, voilà, pour poser les bases, parce qu'on m'avait vendu Malick comme quelqu'un de ultra philosophique. Des gens qui me disaient que c'était complexe des fois de comprendre ses œuvres, etc. Alors ça, c'est voilà, pourquoi pas. Et sur ce premier film, moi, je me souviens, j'ai eu un ressenti très, très fluide en fait. Voilà, une impression de fluidité, c'est-à-dire qu'on a une histoire assez simple, on y reviendra parce que elle a des bases, on va dire, presque ancrées dans l'Amérique avec ce duo d'amants criminels. Et ça a inspiré d'autres films aussi, comme on le disait en off, il y a des échos comme cela, c'est très américain, quoi. Mais je les trouve, voilà, sur une base assez simple, il te raconte beaucoup de choses. Bien sûr, l'histoire des deux, une histoire sociale aussi, hein, deux versants de l'Amérique différents qui se rencontrent, deux âges différents aussi. Et il s'exprime par les images. Terrence Malick, c'est un réalisateur qui raconte beaucoup avec sa mise en scène, et les paysages, les cadres, les personnages, où ils sont enfermés, où ils sont situés. Dès la scène d'introduction, d'ailleurs, on y reviendra peut-être sur la scène d'introduction après, il pose le décor et on sait où on va. Puis l'utilisation de la musique, de la voix off, il y a quelque chose qui se déroule comme ça. C'est presque poétique. Mais c'est une poésie sombre, là, quand même. Enfin, le film n'est pas joyeux en soi. Non. Mais oui, ça a été une belle découverte. Après, j'ai vu The Tree of Life. Et je suis revenu ensuite, Les Moissons du Ciel. Je sais que tu vas en parler bientôt, Les Moissons du Ciel aussi. Ouais, avec Thierry. Voilà. Thierry. Donc, un bon début de carrière et on y reviendra, mais c'est très malickin. Et dans mon souvenir, je pensais qu'il était un peu différent. C'est les premiers films, des fois, on peut se chercher et tout. Non, il ne cherchait pas trop. Il avait déjà trouvé quelque chose, je pense. Ouais, c'est ça qui le rejoint dans toute sa carrière. En fait, c'est le questionnement de la vie. Comment on arrive là, comment après gérer, parce que voilà, c'est ça, c'est être là, mais qu'on n'a pas choisi, du coup on se cherche. Et c'est vrai que le premier contact qu'on a, enfin en tout cas lui avec ses personnages, c'est aussi l'amour. Et donc du coup, c'est ce qui le fait vivre en fait, l'amour. Et du coup, ouais, il y a toutes ces questions, effectivement, ça rejoint beaucoup The Tree of Life, avec aussi le côté de la religion, mais plus effectivement philosophique. Oui, moi je suis assez d'accord que c'est très philosophique, Terrence Malick. Mais pas dans le sens compliqué, quoi. C'est vraiment une première philosophie, justement, pour te poser des questions au niveau de la vie. Si toi, tu te les poses, lui, il va peut-être te donner des réponses, ou alors il va peut-être te faire comprendre qu'en fait, il n'y a pas de réponse. En fait, moi, finalement, puis je regarde ces films et puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse parce on est tellement tous uniques que finalement, en fait, aucune de nos vies peuvent se ressembler, mais que mine de rien, et malgré tout, dans quel que soit l'univers social où on arrive, où on est né surtout, et ben en fait, il faut vivre avec. C'est ça, en fait, son questionnement et sa réponse qui peut te donner au premier abord, mais que si tu as le choix aussi de pouvoir partir, vivre ta liberté, comme il fait dans Les Moissons du Ciel, où justement la petite à la fin se décide de partir pour essayer de trouver un nouvel espoir. Et c'est vrai que voilà, à chaque fois, il a ce questionnement parce qu'il est toujours face à l'horreur de l'humain et comment faire face à l'horreur quand la violence elle arrive d'un seul coup comme ça. Parce que c'est aussi ce qui arrive avec ce film quand le personnage de Martin Sheen, qui je crois que s'appelle Kurt dans le film, tombe vraiment amoureux de cette fille qui croise comme ça
un matin, alors qu'il est éboueur, il voit cette fille qui joue devant chez elle et qui veut l'embarquer avec elle et qui va la porter avec lui dans sa folie et qui va montrer après Mmh. son vrai visage. Et une folie pourtant qu'il aimerait bien contrôler parce qu'il aime tellement cette fille qui lui ramène quelque chose à la vie, il n'y arrive pas. À chaque fois, il faut qu'il joue de ses armes, et cetera. Et ça, c'est ouais, bah, c'est la représentation même, en fait, de l'Amérique profonde. Quand on est face à la violence, comment on y fait face? Et c'est vrai que ça, malheureusement, Terrence Malick, n'aura jamais de réponse par rapport à ça, parce que même dans son dernier film, Une vie, cachée, c'est aussi face à la violence. Son personnage principal qui veut pas aller à la guerre et qui pensait que justement quand il l'a complètement officialisé en disant: «Non, je n'irai pas à la guerre», il pensait qu'il allait avoir le soutien de son village et en fait, il va se mettre à dos complètement le village et du coup, voilà, c'est vraiment tout ce questionnement, Ouais. comment faire face à l'atrocité de l'humain, à l'atrocité de la violence et comment essayer d'y échapper, surtout quand on est né à l'intérieur. Et c'est vrai qu'on a enfin, c'est tellement difficile à y répondre et je crois qu'il se sert vraiment de la philosophie pour essayer d'y répondre, mais sans donner une certaine vérité, parce il n'oublie pas que chaque humain est unique et que c'est à nous de faire de notre mieux, en fait, avec la vie, quoi. Ouais, c'est parce que je pense que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup, en fait, au destin aussi. Ouais. D'ailleurs, la rencontre entre les 2 personnages principaux, est-ce le destin? Est-ce le hasard? Ou un peu des 2? Justement, il brasse ça, il y a pas forcément de réponse là-dessus et du coup, avec ce destin, ce hasard, la place de l'homme, de l'humain, de l'humanité même, au sens large, Ouais. dans l'existence, dans la nature, du coup. Et c'est vrai que je pense que dans à peu près tous ces films, c'est un peu ça. Il y a des êtres humains qui subissent des choses, heu, voilà, qui existent tout simplement et qui vont évoluer à travers leur destin et souvent connectés donc avec l'espace autour, quoi. Et c'est vrai que là, on le sent. Et dès le début, Ouais. il y a le destin de cette petite fille, enfin cette adolescente qui a 15 ans, qui est d'ailleurs filmée dans sa un petit peu dans pas dans sa prison dorée, mais presque dans sa chambre là, tout. Ouais. Elle est voilà là-dedans. Et après, il y a le jeune éboueur, donc Kit, qui a 25 ans et qui est filmé avec une sorte de ligne de fuite. Il y a le chemin derrière lui. Le chemin, il est perdu, il sait pas trop, mais en même temps, il a pas l'air triste. Mais il Mmh. s'en fiche. Ce boulot, il sait qu'il va se barrer. En plus, il va se faire virer au moment où il veut se barrer. Ça en est presque amusant. Mmh. Et il est représenté comme ça en mode quasi rebelle, le rebelle de la fin des années 50, avec le reflet de James Dean, hein, évidemment. Mmh. D'ailleurs, dans le film, c'est directement dit, il ressemble à James Dean, et James Ouais. Dean, on sait comment il a fini. Il s'est Ouais. brûlé les ailes, hein, il est mort par des excès de la vitesse, lui. Donc, la légende, quoi. Ouais. Et on le sait rien qu'avec ça, au début du film, comment ça va se terminer. Il va finir Mmh. un peu comme James Dean, mais un peu différemment quand même. Et voilà, 2 destins très différents qui se croisent, et ben, l'une et l'un vont se compléter, en fait. Il y en a une, à part voilà, être couvée par son père, en plus sa mère est morte, sa vie elle est morne, quoi, la petite fille. Enfin, j'ai envie de dire la petite fille, parce que dans le film, on a un peu l'impression que c'est une adolescente avec le cerveau d'une petite fille. Ouais. Voilà, elle n'a jamais pu vraiment grandir. Mmh. Elle est hop, comme ça, comme un petit oiseau. Et elle va enfin exister avec ce jeune homme qui, lui, cherche quelqu'un avec qui partager sa vie. Et après, bah, il y a cette fuite, hein, qui est due à un crime, un des crimes du film. Ouais. Et alors après, évidemment, Terrence Malick, il nous joue un petit peu le nouvel Hollywood aussi, hein, le fameux nouvel Hollywood. On traverse l'Amérique. Et on le sent, on va dire, c'est une traversée pour le nulle part, enfin, ou pour le ailleurs, mais il n'y a pas de destination, mais on avance. Et au final, c'est une allégorie de la vie aussi. Alors, c'est un peu sombre ici, évidemment, hein. Notre Mmh. destin, c'est pas tous de finir criminel ou arrêté par la police, quand même. Mmh. Et c'est inspiré de faits réels, parce qu'il s'est passé quelque chose, je crois, dans la fin des années 50, où il y a eu 2 amants criminels comme ça. C'est-à-dire que Terrence Malick, il a pris quelque chose de la réalité et il en a fait quelque chose qui transcende la réalité, mais qui est tellement universel qu'on va tous s'y reconnaître, en fait. Mmh. Il y a certains moments, on se dit: «Ah, et si j'avais été à la place de trucs et de machin, qu'est-ce que j'aurais fait?» et cetera. Et donc, il arrive à ancrer ce film dans une sorte de société, j'ai envie de dire même, là, société humaine, quoi. Comment Mmh. nous, les êtres humains, on arrive à trouver notre place aussi, ici dans une société américaine, alors fin des années 50, début des années 70 pour la sortie du film. Finalement, il montre aussi que l'Amérique n'a peut-être pas si évolué que ça. Je sais pas. C'est
C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'il a voulu faire son premier film sur quelque chose qui s'est passé 15 ans avant. Mmh. Et c'est pas de la Et nostalgie ici. Je pense pas que ce soit un film de nostalgie, par contre. Pas plus que ça, en fait. non. Non et puis c'est sans aussi, montrer, sans du misérabilisme comme certains auraient pu faire, sans aussi, j'ai perdu le mot, faire de la morale. Voilà, c'est non, Mmh. c'est juste il raconte une histoire, d'un couple qui s'est rencontré comme ça du jour au lendemain, où leur destin n'aurait pas dû se croiser et que finalement si et qu'il y en a un qui l'a embarqué et c'est vrai que ouais, ça se sent que c'est vraiment le nouvel Hollywood parce qu'après qu'est-ce qu'il y a des films qui l'ont non, j'ai pas envie de dire plagié, mais des gens qui se sont inspirés de lui, on va dire. Quand Ah Maître oui. commence, ah mince, j'en avais d'autres hier en tête, le film de Eastwood, La Route de Madison, par exemple, Un monde parfait, Monde Thelma et parfait, ouais. Louise. Tous ces films-là qui racontent cette Amérique profonde sur les routes et Ouais, tiens, malgré Tueur-né aussi. tout Je sais pas si tu as vu pardon? Tueur-né d'Oliver Stone. Alors, c'est beaucoup plus violent, mais ça raconte beaucoup l'Amérique aussi sur un duo criminel comme ça. Mais D'accord, bon, on pensera à Bonnie and Clyde, hein, qui, je ouais. pense, c'est tellement ancré dans la légende américaine, Bonnie and Clyde, qu'après, il y a eu ces histoires d'amants criminels qui ont Mmh. été. Voilà. Alors, c'est pas Roméo et Juliette aussi, mais presque, hein, quelque part. Quand même, ouais, Ici, c'est vrai. vu la réaction du père de Holly, Ouais, il n'y a pas de place. D'ailleurs, c'est ça qui est terrible, en fait. C'est que quand on y pense, Kit, bon, voilà, il n'est pas heureux, tout ça, mais il ne demande qu'à être bien avec Holly, et il va voir ouais. le père, il fait des efforts, il dit, bon, moi, je suis là, on s'aime, et il se fait rejeter. C'est quelqu'un Mmh. qui, visiblement, se fait rejeter de partout, Mmh. et il va prendre sa revanche sur l'Amérique qui le rejette aussi. Ouais, En kidnappant, quelque part, une fille qui est hyper intégrée dans une Amérique bien cadrée, quand même, hein. ouais. Bah, il l'est Mais, rejeté parce qu'apparemment, on ne saura jamais, mais il a déjà fait des bêtises, hein, apparemment, il a quand même un énorme casier judiciaire sur lui. Enfin, il va hmm, plusieurs fois devant le juge. Enfin, justement, au moment où il se fait virer du ouais, travail, on le voit dans le bureau du juge avec son avocat en lui demandant, pourquoi encore tu as été viré et cetera. Donc on pense quand même que c'est un délinquant et c'est clair que les délinquants, ça fait pas bonne famille, hein, on va dire. Et donc ouais. voilà et c'est vrai qu'avec ce père qui essaye de gagner sa vie, pour sa fille, hein, qu'il aime beaucoup, voilà, il n'a pas envie de se mêler malheureusement de la vie de ce garçon, quoi. Ouais, mais ça questionne aussi l'idée de, une fois qu'on a le destin, vous voyez, Ouais, il a fait des bêtises, donc de toute façon, il pourra jamais rendre heureux une fille de bonne famille, ouais. donc préjugée, donc non. Bon, c'est vrai qu'elle a 15 ans quand même, mais c'est même pas sur ce point que le Non? père va, voilà, il a dit, mais non, t'es trop vieux pour elle. Non, c'est même pas ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'hypocrisie derrière, parce que à la rigueur, le père, s'il avait dit, mais non, mais attends, vous avez 10 ans d'écart, elle a que 15 ans, non, c'est non. C'est ça. Là, oui, on aurait dit, ok, d'accord. Mais là, non, c'est même pas ça. Donc ça l'aurait même peut-être pas perturbé que si ça avait été un garçon de bonne famille qui avait 25 ans, il aurait peut-être pas râlé le père. Je sais pas. Après, il y a une sorte de tristesse dans cette famille avec la mort de la mère, alors qui est annoncée en voix off au début. Ouais. On sent que le père ne s'en est jamais vraiment remis, donc il a couvé sa fille derrière, Mmh. etc. Bon, c'est une petite famille tranquille, classe moyenne, voilà, dans une sorte d'endroit assez rural, mais sans histoire, quoi. C'est vraiment la vie sans histoire, même une vie Mmh. sans vie presque pour Oli, quoi. Et il suffit qu'elle rencontre la personne. Alors, évidemment, il y a aussi, c'est ça, hein, pas de morale, pas de manichéisme dans le Ouais. sens où Kit, c'est à la fois potentiellement une bonne personne si l'amour est là et il est réciproque, et une mauvaise personne. Mais il va être poussé à des mauvais actes parce que il subit ce qu'il a fait avant. Il a fait des conneries. Là, maintenant, quoi qu'il arrive, il est dans l'engrenage, quoi. Mais elle le suit quand même. Ce qui, Mmh. sur le coup, paraît bizarre parce que je pense qu'elle a cédé au charme, à la légende. Il ressemble à James Dean, elle le dit, donc, allez, elle le Mmh. suivra au bout du monde. Et ça questionne aussi la méfiance qu'il faut avoir, alors, à l'époque aussi, envers ces images. Quand Ouais. tu es le reflet de quelqu'un, voilà, quelqu'un d'influençable. Et Mmh. l'Amérique a beaucoup d'influenceurs, entre guillemets, au sens Des large, hein. icônes, hein, qu'on Voilà, appelle les icônes. fameuses icônes, il faut se Mmh. méfier de ça. Mmh. Et le film te le dit bien au final, mais il te le dit en filigrane. C'est-à-dire que Ouais. Terrence Malick, il te pose des trucs. Mais il a envie de montrer aussi cette histoire d'amour. On comprend très bien qu'elle n'a pas bien fini parce que la narration nous explique direct que ouais, je vais vous raconter mon histoire, grosso modo, hein. Mmh. Holly, elle le dit au début. D'ailleurs, c'est marrant parce que Holly, elle est Holly au début. Mais c'est une blague qui fonctionne qu'en français. C'est nul, hein. Non, mais c'est bien, le début pose tout, hein. Mmh.
Et ça peut paraître d'ailleurs, la voix off chez Malik, c'est quasiment tout le temps, hein. Ça peut Ouais, paraître un peu trop des fois. Je pense que dans les Moissons du ciel, par exemple, ça m'avait un peu saoulé. Il faudrait que je le ah, revoie, mais peut-être un peu trop. Là, ça passe. Ça ouais, donne une sorte de décalage particulier avec ouais, à la fois une naïveté, mais aussi une prise de conscience après coup de la narratrice personnage. ouais. Et il y a un détachement étrange. Je ne sais pas si tu as remarqué ça dans la voix un peu. Mm. C'est presque, oui, on en revient au destin, à la fatalité, quoi. C'est-à-dire qu'elle, elle a vécu ce qu'elle a vécu, lui, il a vécu ce qu'il a vécu, et ils ont vécu ça ensemble, mais c'est arrivé, quoi. Mm. C'est arrivé. Et évidemment, il y a des gens qui souffrent sur leur passage, ça c'est sûr. Ouais. Même si elle, elle y est pour rien en soi, elle fait que suivre, hein. C'est le syndrome de Stockholm, presque, hein. Et c'est vrai, comme on disait aussi, déjà du trait, Terrence Malick, hein, pour ce premier film, Mm. notamment du coup la question de la famille, hein, et on sent que vraiment, il a ce rejet de la famille parce que c'est des règles de la société et on sent vraiment que lui, il veut s'en échapper. C'est pour ça aussi que ces personnages sont toujours en fuite, hein, quelque part dans ces films et ce côté aussi anarchiste, par exemple, quand on les voit aussi, déjà à 40 ans d'avance pour l'écologie, hein, quand il va dans la forêt, pour se construire une cabane en bois et tout faire, voilà, avec le côté de la nature et cetera. Déjà, la question de l'écologie, pour vivre au mieux et avec pas grand-chose et juste de quoi, nourrir pour rester en vie le plus longtemps et surtout ne pas se faire choper par la police parce que c'est Mm. aussi ça aussi. Ils savent très bien qu'au bout d'un moment, forcément, la police va les rechercher partout, mais c'est ce qui va arriver, hein, donc du coup, ils montent des pièges, autour de leur maison et cetera, mais toujours heu, avec la nature, quoi. Donc du coup, ça aussi, ça m'a fait, beaucoup sourire parce que maintenant, aujourd'hui, l'écologie, c'est tellement partout, que non, maintenant, il y en a qui racontaient ça déjà, 40 ans avant, quoi. Mais voilà, Exact. c'est vraiment pour bah, en fait, je pense qu'aussi c'est une métaphore entre la nature, de l'homme et puis, la nature qui nous entoure. Donc c'est pour ça que c'est toujours très lié aussi chez Malik, ou dans Jet Yourself, il parle de grâce et de nature. On sent que la grâce, c'est la femme et on sent que la nature, c'est l'homme. Et non, ça pourrait faire un beau miroir justement, peut-être, justement par rapport à ça. La grâce, c'est justement au lit et la nature, c'est quitte et du coup, voilà, pour démontrer toute cette violence-là encore, chez l'humain et c'est ouais, ouais, c'est vraiment très manichéen, notamment avec aussi, ces images de religion, quand il filme des peintures avec des extraits de la Bible. Ça aussi, tu le vois un peu dans tous ces films, en fait, finalement, quand tu les regardes et c'est vrai que oui, ça, c'est quelque chose qui l'obsède, pardon et mais voilà, c'est à la fois, tu sens qu'il en a besoin pour lui se questionner sur la vie, sur le monde, mais en même temps, il veut le rejeter parce qu'il veut appartenir à une aucune classe et lui, ce qu'il veut, c'est la liberté. C'est ce qu'il raconte, en fait, dans la plupart, de ses films, quoi et à quel prix? À quel prix la liberté, quoi? C'est surtout ça, et on s'aperçoit que dans ces films, c'est un vrai prix, la liberté, donc voilà, donc ouais, ouais et puis, alors on avait regardé pour les chefs opérateurs, parce que ça hein, voilà, comme j'ai dit plusieurs fois, voilà, c'est vrai que c'est Terrence Malick qui m'a fait voir effectivement qu'il y a des réalisateurs qui ont vraiment une signature, ce qu'on appelle une signature. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est eux-mêmes qui écrivent leur scénario, mais en plus, ils arrivent à mettre à l'image ce qu'ils veulent, rendre, sur l'éc pardon, sur l'écran, mais qu'en même temps, il est capable de travailler avec un autre réalisateur et à rendre la même chose avec une personne différente. Donc c'est vrai qu'à niveau artistique, il a vraiment une signature en plus de sa façon de s'exprimer dans les films, de raconter son histoire et donc voilà, moi, si on peut raconter qu'effectivement, il y a quand même 3 chefs d'opérateurs qui sont passés sur ce film-là. Ça fait Ouais, un peu beaucoup quand même. c'est Pour des assez raisons étonnant. apparemment que Manix serait pas très sympa avec les gens. Bon, ça c'est En fait, c'est le contrôle total. Il faut savoir que il l'a autoproduit et écrit. Déjà, c'est son œuvre. ouais. Et c'est tellement son œuvre. Bon, pour se libérer de certains poids et tout, il a voulu engager un chef-op, c'est normal. Mmh. Mais le chef-op, très vite, je pense, il s'est fait bouffer toute créativité. Enfin, Malik lui a donné tellement d'instructions. Il a été des méthodes peu orthodoxes, hein, c'est ce qu'il a dit, le premier chef-op. Mmh. Voilà. Et du coup, il s'est barré. Voilà, au Mmh. milieu du tournage, il s'est barré. Et après, ça a été le défilé. Il y en a eu un deuxième, hein, qui est quelqu'un de connu, parce que c'est Tak Fujimoto, qui a travaillé ensuite, par exemple, pour
pour M. Night Shyamalan, entre autres. Mais lui aussi, il est parti, il n'est pas resté au bout. Donc, à un moment, je pense que, en fait, Terrence Malick, tout simplement, il avait sa vision, il avait ses images, et c'était un peu lui, chef-op de son propre film. Voilà, c'est que je ne sais pas si pour des raisons d'assurance, de budget monté par d'autres trucs, il a été obligé de prendre un chef-op, ou il n'avait pas confiance en lui, peut-être, pour être chef-op et à la fois réalisateur. Pour un premier long métrage, c'est quand même compliqué. Bah, finalement, indirectement, je pense qu'il a tellement imposé sa vision que les chefs-op se sont dit, bon, bah, pourquoi je suis là, quoi? Je suis là parce que j'ai un boulot, merci de m'offrir de l'argent, mais en soi, si c'est pour subir des trucs que j'ai pas envie de faire, bon. Et c'est intéressant parce que on le voit dès ce premier film que il a sa façon de regarder l'Amérique et son, enfin, la nature au sens large, la nature humaine aussi, hein, en soi, la place de l'homme et de la femme ici dans ces décors qui sont de plus. C'est terrible parce que le film il s'ouvre. Hein. Plus ça va, on est dans une sorte, on est dans cette ville du Dakota du Sud et tout. On lit dans la maison d'abord, on sort, puis après il y a la forêt, puis après pouf, on part sur la route et on voit la montagne là. Et c'est intéressant, Terrence Malick, il a eu envie d'écrire ce film-là visuellement aussi. Voilà. La deuxième partie du film, pour moi, c'est une écriture visuelle à partir de la forêt. Et comment visuellement il arrive à essayer de construire cette idée du paradis, une quête du paradis perdu ou du paradis à trouver. Et c'est terrible parce qu'il y a cette forêt, à un moment, on pourrait croire qu'ils pourraient y vivre leur vie. Là. Mais non, il y a les chasseurs de primes qui représentent cette Amérique-là, qui va aller courir après. Et là, à ce moment-là, tu te dis, ah, les pauvres, on aurait aimé qu'ils s'en sortent quand même. Hein bon, alors que pourtant, il a tué le père avant. Hein mais bon. Et c'est vrai que dans cette forêt, la nature, tu parlais tout à l'heure, la nature, ce serait l'homme, le masculin. Et en effet, peut-être, parce que ces bois, ce paradis, c'est lui qui prend en main les choses en mode chasse-pêche nature, hein. Survivalisme à l'américaine, d'ailleurs, c'est marrant parce que parler d'anarchisme aussi, parce qu'ils sortent de leur société et créent leur truc à deux. Il y a aussi cette idée du survivalisme très américain, là, il faut se protéger et tout. Peut-être le fameux anarchisme de droite, indirectement. Que des gens disaient que Clint Eastwood serait anarchiste de droite. Je pense que ça, tu n'es pas très d'accord sur ce point. Mais ce qui serait intéressant d'ailleurs, parce que est-ce que le survivalisme à l'américaine, c'est une forme d'anarchie de droite? J'en sais rien, peut-être, en soi. Protection de soi et des siens et vivre à l'extérieur de ce gouvernement qui nous oppresse, ok. Bon, là, c'est pas le gouvernement qui les oppresse, c'est juste qu'ils se cachent pour pas être arrêtés, quoi. Et alors, on a ces moments très intéressants dans la nature, là, où le mâle, là, dominant presque, va chasser, il va même faire son entraînement militaire, là. On a l'impression qu'il se prépare pour Apocalypse Now. C'est intéressant, hein, ce passage. Il est très, très fort, ce passage-là. Et elle, par exemple, en attendant, elle s'occupe. Elle s'occupe. Et on commence à voir un peu le côté désabusé. Et, oui, bon, allez, ça va monter crescendo. Et c'est intéressant parce que ce passage-là, il fait quand même... Comment arriver à ce moment anarchiste de la nature? Il faut tout cramer. Il faut tuer le père, dans le sens, tuer le père, et même cramer la maison, là. Magnifique scène où la maison part en fumée, où la vie se consume quelque part. Mais elle le dit, ça c'est mieux ça que des années de solitude. Elle dit ça à un moment. Ce qui est terrible d'ailleurs, parce qu'elle savait qu'elle allait vivre une vie morne de solitude. Là, elle choisit le feu du moment. Scène de feu qu'on retrouvera indirectement et différemment dans Les Moissons du ciel aussi. C'est brillant. Un passage visuel extraordinaire. Où là, on voyait les dégâts de la Grande Dépression, donc de la crise économique. C'est intéressant, ça. Mais là, dans cette idée de tout cramer pour commencer une autre vie à zéro dans la forêt, c'est une sorte de rêve. Puis après, c'est la quête du paradis. La montagne au loin, qui pourrait être ce fameux rêve américain de base, là, la ville sur la colline où tout serait possible. Et on voit la chimère, hein. D'ailleurs, cette montagne, on la voit très, très tôt, puis il continue, et on la voit toujours aussi loin. Je ne sais pas si tu sens le côté, à un moment, ils n'arriveront jamais à l'atteindre. Ah oui, c'est son but, hein, c'est de pouvoir l'atteindre en fait, mais l'humain il est tellement tout petit, face à la nature, sauf qu'il y a des endroits qui sont impossibles à atteindre et effectivement cette montagne-là, elle est impossible à atteindre. Mais pour la crise économique d'ailleurs, il en parle un peu à un moment donné, hein. À un moment donné, il voit le train, tu sais, passer, mais ils se disent, «Ah tiens, on aurait pu aller monter sur le train» et c'est vrai que ça c'est aussi dans Les Moissons du ciel. Quand il y a les travailleurs pour changer d'endroit,
monte sur les trains pour essayer de trouver un meilleur endroit pour travailler et trouver les moyens pour survivre. Et ouais, non, c'est vrai que c'est une énorme critique sur l'Amérique de cette époque. Moi, c'est pas que j'ai envie de dire que le cinéma c'était mieux avant, mais c'est vrai qu'on a du mal à raconter aujourd'hui et qu'heureusement qu'il y a encore ces films-là qui existent pour nous rappeler, ces histoires-là. C'est vrai que moi j'aime pas trop quand les époques se mélangent, tu sais, quand on fait croire que c'est un film d'époque, mais on le met toujours avec, heu, ce qu'on vit actuellement, tu vois? Ça, j'ai toujours un peu de mal parce que je trouve que ça fait limite un peu révisionniste, tu vois? Et ça, j'ai toujours un peu de mal avec ce genre de film. Et alors que là, non, c'est vraiment l'époque qui était ça, même si c'est 20 ans après, la crise économique, enfin plus, c'était dans les années 30 plutôt, dans la crise économique. Mais au moins, on sent que il s'était quand même, imprégné d'une histoire, donc effectivement, qui existe réellement, qui est l'histoire de ce couple et qui raconte à travers des photos d'archives aussi. Là aussi, on voit à quel point encore aujourd'hui, on continue de s'inspirer de comment utiliser les photos d'archives, ce que faisait déjà Terrence Malick à travers ses films, en montrant justement les photos d'archives de l'histoire, des 2 vrais personnages et surtout de la fille. Un peu moins de Kitsch, j'ai l'impression, c'est plutôt vraiment de la fille, quand on montre son histoire, son enfance, avec sa mère et cetera. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup penser au dernier film de Scorsese, qu'on a parlé tous les 2, tu vois? L'utilisation des photos Ouais. d'archives et tout, enfin voilà, voilà, j'aime mieux ça, en fait, vraiment que ce côté quand on mélange, l'époque d'aujourd'hui avec l'ancienne époque, voilà. C'est vrai qu'on perd un peu de cette authenticité-là, dans certains films quand on veut raconter l'époque passée. Je me suis posé la question, les images là de photos et tout, est-ce que ce sont les vrais personnages qui ont inspiré le film? Je C'est crois, ça probable, parce que ça m'a l'air, j'ai un mais peu regardé, quand même vraiment les photos et ça m'a l'air quand même vraiment les photos d'époque, hein. c'est intéressant parce qu'il y a eu un procédé un peu similaire sur un film totalement différent. Quoique il y a bon, c'est, je sais pas si tu l'as vu à l'époque, alors probablement, mais Interstellar de Christopher Nolan. On Ouais, est d'accord? C'est un film ouais, totalement différent. Mais il y a cette idée du documentaire, ouais. où on est en 2060 et quelques et tout, et il y a des crises, de nature et cetera, et on voit un documentaire de gens qui parlent soi-disant à l'avenir: «Ah bah, mon père, il était fermier, il a dû fuir et tout». Et ben, c'était ce documentaire qu'on voit dans Interstellar, c'est un vrai documentaire qui est sorti sur des témoignages de la Grande Dépression dans les années 30. Nolan, il a essayé de faire un écho comme ça. Mmh, Voilà. C'est peut-être l'un des trucs les plus intéressants du film, hein, que j'ai revu récemment. mmh, Au-delà de la SF, l'idée qu'il y a une boucle. C'est-à-dire que l'histoire américaine et du monde, à un moment, mmh, voilà, si on se rappelle pas de certaines choses du passé, on va refaire les mêmes erreurs. Ça va mmh, revenir, ça va toujours nous revenir à travers la figure. mmh. Et cette idée de cycle-là, bon, c'est peut-être le seul moment très malikien du cinéma de Nolan. Mais peut-être que, quoique, Dunkerque, La Ligne Rouge, je crois qu'il s'était inspiré Ah ouais? pour Dunkerque de La Ligne Rouge. Je pense que Nolan doit apprécier le cinéma de Malik. Maintenant que Mmh, j'y pense, comme ça, sur certains points. mmh. Mais pour en revenir à ce que tu disais là, il y a aussi un moment où tu parlais de comment il s'inscrit dans cette époque, le film. Les relents des années 30 où certains Américains ne sont jamais vraiment remis de la Grande Dépression, puis entre-temps, il y a eu la guerre, puis la guerre de Corée, enfin, toujours, c'est compliqué pour les Américains quand même. Et à cette époque-là, il y a une grande peur qui est mentionnée dans le film, au moins à 2-3 reprises, c'est les Russes. Ouais, c'est ouais, La déjà les peur du, Russes. la peur et d'ailleurs, Kit, on Mmh, sent qu'il a été élevé dans cette peur du communisme, mmh, tu le sens. Et il dit, oui, mais alors, il y a les Russes qui vont nous balancer ça, machin. À un moment, je ne sais plus ce qu'il dit. C'est comme si les Russes avaient débarqué, regarde. C'est incroyable, ça. Puis il y a même cet abri anti-tempête. Là, à un moment, on voit bien hein, la peur de l'Amérique, un peu de tout. Bon, les abris anti-tempête, ça, c'est des héritages justement mmh, des nuages de poussière, parce qu'ils ont pris des grosses tempêtes de poussière en plus de la Grande Dépression aux États-Unis. Ils n'ont vraiment pas eu de bol en même temps. Mais tout mmh, ça, c'était la résultante de la surexploitation des terres, le début du capitalisme, qui a fait que à un moment, quand on laisse pas le sol se reposer, la pluie ne prend pas et tout est lié. Voilà. mmh, Et à un moment, bah là, oui, il y a les Russes, etc. Et on sent que Kit, il se méfie de tout le monde, quoi. mmh. Il se méfie Ouais, de tout le monde et presque même de lui-même par moment. mmh. Avec ses enregistrements qu'il fait là, il se fait des petits enregistrements des Ouais, fois. c'est vrai, on Et en a c'est pas parlé de ça, ouais. et c'est amusant parce qu'au début, il enregistre l'idée qu'il va se suicider avec Holly. Ouais, C'est pas ouais, joyeux ça quand même. On sait pas. On a l'impression qu'il est un peu bipolaire, il est entre deux trucs.
l'envie de vivre son paradis, sa liberté, et aussi tout envoyer balader pour en finir, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a deux personnages qui sont pris entre deux destins, en fait. Mm. Et Malik, il montre ici une rupture, deux existences, où ça va pas aller et tout. Et il en fait un film où il contemple. Et il contemple ici, dans une sorte d'entre-deux qui, justement, rejette toute forme de morale et de manichéisme. Ouais. Et ça, c'est rare dans le cinéma, quand même. Ouais. Et quand on y pense, on en a peut-être parlé en off il y a quelques semaines et tout, mais il y a des rapprochements à faire avec The Bike Riders de Jeff Nichols. Oui, carrément. Très différents, les films, hein, mais Ouais. cette idée d'être entre deux Ouais. pour des personnages. Et ils C'est ne ça. trouvent pas leur place. Il y a The Loveless de Catherine Bigelow aussi, que je te conseille. Pareil, des gens qui sont perdus dans cette Amérique. Et on ne sait pas où ils vont. Ils vont peut-être nulle part. The Loveless, par exemple, c'est vraiment très fort et je pense que c'est un peu inspiré par Malik aussi. Voilà, avec le premier rôle de Willem Dafoe, d'ailleurs, en 1981, je crois. Hein. Voilà. Je pense que tu l'apprécierais bien, ce film. Ouais, Voilà. Des gens sans destin ou qui essayent d'avancer quand même comme ils peuvent dans une Amérique qui ne leur laisse pas la place, quoi. Non. Et c'est marrant parce qu'ils n'ont pas la place, mais Malik leur offre toute l'étendue du monde possible devant eux. Il est magnifique, ce paradoxe, mais il est triste aussi. Je ne sais pas ce que tu penses, toi, de ça. La façon de les voir perdus dans leur vie, mais en même temps, qu'est-ce que c'est beau, ce qu'il y a autour. Ouais, je pense que ça, c'est effectivement vivre dans un endroit si grand, si vaste, si vide finalement, parce que c'est des routes et des routes sans rien. Et en fait, c'est des lieux intouchables et que pourtant l'humain aimerait bien parfois aussi vivre à l'intérieur. Et qu'en fait, par la sécheresse, par le côté nature, c'est juste impossible parce qu'il n'y a pas de quoi pouvoir vivre en fait. Et ça, c'est le côté terrible de l'humain, d'être au milieu de ces paysages sauvages. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, du coup, ça rend l'Amérique sauvage par rapport à ça aussi. Parce qu'ils sont chacun dans leur coin et dès qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient, et ben, ils sont vite, tout de suite vus comme un étranger. Donc, ils menacent. C'est un peu ça chez les Américains quand ils ne te connaissent pas. Donc, ouais, mais non, ça, le côté russe, oui, très bien vu aussi. J'avais un peu oublié. Tu as bien fait de le rappeler. Effectivement, le côté, ça, et pourtant, c'est avant l'ère Reagan. Hein, ouais, parce que c'est 70, c'est avant l'ère Reagan. Hein, donc, du coup, même là, déjà, ils étaient traumatisés par le côté être envahi par les Russes. Ouais, comme quoi, ça ne change pas beaucoup les problèmes géopolitiques entre les pays. Parce qu'on n'a pas au bien avec Poutine et tout, pour l'OTAN. Enfin bref, c'est toujours les mêmes histoires en fait. C'est ça qui est terrible. C'est incroyable parce que c'est début 70, c'est contre-culture, contre la guerre du Vietnam, Nixon au pouvoir. L'Amérique va pas bien. Hein. Et l'Amérique commence à avoir cette crise pétrolière aussi. Donc le film, on va dire qu'il déterre la morosité américaine parce que je pense qu'il l'a ressenti, Malik aussi. Et ça aussi, quand il commence à se, entre guillemets, détester le personnage de Martin Sheen, c'est parce que aussi, il commence à s'apercevoir qu'il commence à devenir un problème pour les gens. Il y a des gens que ça y est, ils commencent à savoir qui c'est et qu'ils essayent de le dénoncer à la police. Et je pense que en fait, c'est ce qui lui fait peur d'être arrêté par la police parce qu'il ne sait pas comment, avec la police, ça va se finir. Et du coup, je pense que c'est à cette peur-là, surtout qu'il veut échapper. C'est pas vraiment mourir lui-même, mais c'est à cette peur-là qu'il veut s'échapper parce qu'il sait que à la fin, tout ce qui va lui tomber dessus, c'est quoi? C'est la peine de mort. Hein. Aux États-Unis, la peine de mort, ça existe toujours. Hein. Et même s'ils sont vus par les icônes, hein, quand ils se font arrêter par la police, parce qu'à la fin, t'as cette scène vraiment géniale à la fois avec les militaires où les militaires ont été déployés pour choper le personnage de Martin Sheen parce qu'ils s'aperçoivent qu'il est extrêmement dangereux, mais en même temps, ils papotent avec lui, tu vois. Et, mais alors, pourquoi t'as fait ci et tu le regrettes? Ouais, non. Enfin, ils le rendent même presque sympathique et c'est vrai qu'ils le iconisent en fait en quelque sorte. C'est vraiment une icône et c'est ça, comme on disait tout à l'heure, le côté James Dean, quoi, en fait. Donc, et voilà, quoi. C'est vrai qu'on a rigolé avec Stéphane. Quand on a parlé, on aurait peut-être pu faire un versus avec True Romance. True Romance, c'est plutôt le côté Elvis Presley, tu vois. Donc, James Dean, Elvis Presley, tu vois. Et c'est ça qui est extraordinaire, cette fin. C'est la garde nationale, là, et tout. Ouais, même militaire. Hein. Je pense que c'est des militaires. Ouais. Et fait son spectacle. Hein. Il sait qu'il va crever et tout. Il fait son spectacle, il a ses fans, là. Il balance même ses affaires et tout.
C'est son dernier show, quoi. Non, mais ça veut dire aussi, ça prouve cette idée étrange et un peu l'hypocrisie, le paradoxe américain, là, dans le sens où tu as, à la fois, ils sont là pour faire la justice, donc l'arrêter, voilà. Mais alors, ils sont attirés par ce phénomène, par le criminel. Et on le sait, même il y a un attrait encore plus récemment là pour les tueurs en série. Il y a plein de séries et tout là aux États-Unis. Et les Américains, mais pas que, hein, les gens sont fascinés par ces tueurs, par ces gens qui font le mal. Pourquoi? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Terrence Malick, il nous le dit là. Il dit pourquoi? Bonnie and Clyde avant, pourquoi vous avez été autant fasciné par ça? Billy the Kid, tout ça, enfin, plein de trucs. Pourquoi? Mais parce que au fond de vous, c'est ce que vous ne serez jamais parce que vous avez votre morale, mais vous aimeriez bien avoir cette liberté d'être contre la loi, le hors-la-loi ultime, quitte à tuer des gens. Hein, c'est pas bien ça. Oui, mais bon, oui, mais toi, dans ta morale américaine, attention, hein, tu vas à la messe tous les dimanches, tout ça, tout va bien. Tu votes Nixon, tu votes Reagan peut-être, ou pas. Bientôt, il y en a qui vont voter Trump ou non, espérons. Mais non, mais voilà, c'est cette idée-là. Et Terrence Malick, là, il le dit. Hein. Il le dit, regardez-vous en face. Hein. Puis vous avez vu mon film, là. La fin, c'est ça qui est intéressant. Les gens, les militaires à garde nationale, c'est les spectateurs. Vous avez vu, vous avez apprécié ces personnages. Vous l'avez aimé, là, le charisme de Martin Sheen. Hein. Mais bon, vous n'êtes pas les seuls. Voilà. Et c'est vrai que nous-mêmes, on va apprécier le film et à un moment, on a une forme d'empathie pour les deux. Pourtant, ce qu'ils font, les morts qu'ils laissent derrière eux. Par exemple, celui-là, le mort, là, l'un des amis de Kit, là, dans la maison, là, fait une mort gratuite quand même. Hein, à l'autre avec une mort gratuite, en fait, il lui tire dessus parce qu'il pense qu'il va le dénoncer. Tu le vois retourner dans sa maison et parce qu'il pense qu'il est là et qu'il veut le dénoncer à la police. Donc, en fait, c'est terrible parce qu'on ne le saura jamais s'il allait les dénoncer. Il laisse supposer ça. Voilà. Et en plus, il va mourir lentement. Tu sais, c'est la mort lente de l'Amérique. Par contre, puis en plus, il a une araignée. Enfin, il y a des détails comme ça. C'est bizarre. C'est Malick qui tisse sa toile. Là. Vous voyez, là, en plus, c'est vers le milieu du film. Hein. Et après, tu as les jeunes qui débarquent. Il les enferme dans un abri anti-tempête et il leur tire dessus. On ne sait jamais si. Il les tire en mode au hasard. C'est la roulette russe. C'est terrible quand même. C'est l'escalade. Et là, on voit que Holly, à un moment, le pire, c'est qu'elle est même pas. Elle n'a pas peur en soi. C'est juste qu'elle en a marre. Elle se lasse. Et ça, c'est intéressant, ça. Elle se lasse déjà. C'est fou parce qu'elle vit une sensation forte pour la première fois de sa vie. Mais bon, elle en a marre. Le personnage, je sais pas ce que tu penses du personnage Holly. C'est étonnant, hein, quand même. Une sorte d'apathie, comme ça. Ouais, on sait pas trop. Je pense qu'il ne va pas la rendre bête, déjà, quand même, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui lit aussi, qui parle beaucoup de poésie, justement, de philosophie aussi dans son livre. C'est ce qui lui permet de pouvoir écrire et justement essayer de comprendre avec qui elle est, quoi. Et c'est vrai qu'elle s'aperçoit, c'est ça, qu'elle n'a pas vraiment des réponses et qu'elle est au milieu de tout ça. Et c'est vrai qu'une fois, en fait, tu es rentré dedans, mais comment tu fais pour t'échapper? C'est surtout ça la question. Comme en fait, le même problème que Kit, qui aimerait aussi fuir ce qu'il a fait et qui n'y arrive pas parce qu'il sait ce qu'il attend au bout. Et elle, après, voilà, même elle, d'ailleurs, elle se fait emprisonner aussi à la fin par la police, elle a les menottes et tout. Alors, on se montre la peine sera moins lourde parce que, bon, c'est pas le qui a tenu les armes, c'est plutôt son copain. Mais à mon avis, elle sera quand même accusée de complicité, quoi, parce qu'elle n'a rien fait pour le dénoncer, etc. Donc, voilà. À la fin, elle le dit, je crois. J'étais mal vue après, forcément. Mais elle a épousé le fils de son avocat. C'est très drôle, quoi. Ça m'a fait rire. Le destin, elle dit, c'est le fils de son avocat, elle va être heureuse, ou pas. Hein. C'est marrant de faire une suite 50 ans après. Bon, là, ça sera plus possible, hein, évidemment, je pense. Hein, mais quoique. Mais ça serait super intéressant, n'empêche. Mais est-ce qu'elle a été heureuse? Parce que je sais pas, je crois que Sissy Spacek, elle a plus ou moins arrêté sa carrière. Hein. Elle a encore fait des films, là, non? On pourrait imaginer, mais bon, je pense pas que ça soit Malick qui a envie de faire une suite. C'est pas le genre à vouloir faire des suites, quoi. Ouais, non, ça c'est clair. Surtout ceci dit, il a fait une trilogie. Hein. Il a fait quand même une trilogie avec Night of Cuts. D'accord. Off to Sang, là, enfin, et puis l'autre là, que j'oublie toujours, le dernier là, c'est une trilogie, hein, c'est censé être une trilogie. Donc, mais c'est une trilogie genre, pas avec les mêmes personnages, mais avec les mêmes idées? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Okay. Donc, parce que je ne les ai pas encore vus, ceux-là, mais c'est vrai que notamment Knights of Cup, Desgadi, il nous le vend. C'est un de ses films de chevet, je sais, donc j'y passerai.
Mais c'est vrai que c'est une fin étrange quand même. Mais Ouais, cette fin-là, on comprend pourquoi elle a cette voix off et cette narration, quoi. Elle est là. Bon. De toute façon, elle est détachée maintenant. Bah, elle a une vie rangée avec le fils de l'avocat, là. Bon, on ne saura jamais si elle est vraiment heureuse. Est-ce qu'elle a vraiment été heureuse? Même c'est ça. pas. Ouais, non. Je pense qu'elle prend la vie, comme elle vient, en fait, hein. Ah, C'est tu l'as dit. mmh. Elle réfléchit. C'est Ouais, et la pourtant elle réfléchit, sérénité complètement. intellectuelle. Elle essaye de comprendre. C'est un petit peu le reflet de Malik, quoi. Ouais, Je pense. D'ailleurs, avec ce personnage-là et ce point de vue, parce qu'il l'utilise en narratrice, nous dit aussi, vous voyez, la violence, là, on s'en lasse vite quand même. Hein. C'est pas le principal. Hein. Vous voyez, votre d'accord. violence partout. Regardez ce que vous avez autour de vous. On a le plus beau pays du monde, peut-être. Mais regardez ce qu'on peut en faire. C'est marrant parce que tu as un réalisateur qui, 11 ans après, fera Paris, Texas, c'est Wim Wenders, un réalisateur allemand, mais qui, en tant qu'Allemand, adorait l'Amérique tout en la critiquant à travers ses films. Mmh. C'est un peu cette idée-là. Mais regardez le pays que vous avez, bon, un espace que vous avez quand même récupéré à des gens qui n'ont rien demandé. Hein. Rappelez-vous Killers of the Flower Moon ou Danse avec les loups. Enfin, bon, vous voyez, Ouais. Mmh. Pocahontas d'ailleurs. Pocahontas, il a fait le Nouveau Monde, qui est la vraie histoire de Pocahontas, Terrence Mmh. Malick. Donc, déjà, là, tu vois, il le dit aussi. C'est marrant parce qu'il le dira après. Mais vous voyez ce pays, vous êtes approprié cela avec votre violence, tac, 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 vos C'est ça. icônes et tout, vos faux prophètes à la James Dean. Ouais. Mais c'est rien, quoi. C'est de l'éphémère, c'est que de la gloriole. Vous avez tout ça, vous en faites rien. La montagne qu'on voit au fond, là, personne ne sait ce que c'est et tout, vous en fichez. Pourtant, elle est là. Et ça, c'est là depuis des millions d'années. Ça sera là après des millions d'années, même que l'Amérique n'existera plus. C'est peut-être ça le message de Malik. Et ça renvoie à son documentaire que j'ai vu il n'y a pas longtemps, la Voyage of Time, dont on Ouais. parlait avec Valérian. Mmh. Pareil, voilà, on part de là, on est un tout, mais on n'est rien sans ce tout. Non, Je c'est pense clair, que cette idée, elle est là, quoi. Cette c'est idée clair. de transcendance et de métaphysique. Ouais. Nesgadi en parlerait mieux que moi parce que lui, il a beaucoup pensé cela. Je pense aussi à Jerry de Gus Van Sant. On a Mmh. fait ce duo, lui et moi, sur ma chaîne. Cette idée de, on est dans un espace, on vit, on ne sait pas où on va et on n'est rien, en fait. On Non. n'est rien, mais nous-mêmes, avec nous-mêmes, on est tout. C'est-à-dire Mmh. que, voilà. Et Mmh. ce film, là, sur une base d'histoire très simple à la Bonnie and Clyde, bah, il dit déjà beaucoup de choses. Pas que sur l'Amérique, hein, mais sur les humains au sens large. C'est ça. Et Oui, oui, c'est c'est ça, un ouais. film politique, mais politique dans le sens police, population, peuple, humain, place dans la société, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'on va pas dire si le film est de gauche ou de droite, ça n'a absolument aucun sens, par exemple. Vous voyez, c'est vrai. En soi, il Mmh. transcende tout clivage. Il serait, comme tu le dis, tu le considères comme un film anarchiste, toi. Ouais, et Tu penses que lui-même, il est Malik est un anarchiste, hein. cinéaste Enfin, Tu penses que Malik est un cinéaste anarchiste? Tu penses? ouais, je pense. On se posait la question avec Saad Chakani quand on a parlé du Nouveau Monde et par sa manière de travailler, on pense qu'il est vraiment, anarchiste donc bon, ça se laisse vérifier parce que finalement, tu as toujours un peu besoin du système pour pouvoir réaliser tes films mais par sa manière, en tout cas, de raconter ses films, on le disait justement alors un peu plus au début, mais un peu moins à partir justement de The Sphere of Life où, il y a moins, tu sais, ce côté académique, c'est-à-dire, le côté introduction, le milieu du film et puis la fin et mais alors que ses premiers films, si, il s'est quand même, inspiré des films, je pense qu'il a vus, mais avec ce côté un peu académique, mais tout en essayant d'échapper par contre à la morale et je pense que sans ça, rien que ça, c'est anarchiste, quoi. Il n'y a pas de morale. Pour lui, la morale n'existe pas et c'est à nous éventuellement de faire notre propre opinion là-dessus et puis à nous-mêmes aussi de réfléchir, sur l'humain face à la nature et effectivement, comme tu dis, et ça c'est là où c'est le plus bien démontré dans le Voyage of Stam, mais effectivement, en fait, l'humain n'est rien face à la nature. On est tout petit et on voit à quel point l'humain aussi détruit, la nature, détruit le monde et que, c'est pour ça qu'il est crade l'humain, que c'est quelqu'un de pourri en fait face à la nature, face à la terre qui est quelque chose de beau, de magnifique normalement et nous, voilà, il faut toujours on détruit tout en fait sur notre passage et c'est un peu ça ce que décrit Malik à Mmh. travers ses films et dans Voyage of Time, c'est le plus, concret là-dessus, quand il filme à la fois, l'humain sur terre et aussi après dans la nature, où tu vois tout le début, où vraiment l'humain est un pourri quoi, enfin il laisse, mourir de faim dans la rue, il s'ignore complètement. Après il va un peu plus vers l'espoir, il va vers l'Inde ou il va vers,
cette rencontre avec l'histoire de cette femme qui est voyante, qui tu sais, qui prend tout le monde dans ses mains pour justement lui donner de l'espoir, l'embrasser pour lui donner une sorte d'énergie et après il va chez les hindous, enfin, j'ai pas envie de me tromper, mais enfin, il me propose comme ça plusieurs étapes de spiritualité en fait, où Je sais il pas est-ce qu'il n'est pas en contact de certains natifs américains aussi? J'ai un peut-être, doute. c'est Parce que possible. il y a cette Ouais, idée de la connexion avec la nature, oui, qu'on a ouais, perdue. Nous, avec notre civilisation, on a perdu le contact avec la nature. complètement, C'est pas ouais. parce qu'on va se balader une fois par mois dans la forêt, par exemple. Enfin, si, à ce moment-là, c'est marrant parce que des fois, quand on part comme ça dans la nature, on se pose et on se dit, bon, bah ouais, bon là j'ai des problèmes à régler, demain je fais ça, mais on est là, quoi. Ah, c'est vrai. Et c'est terrible parce que notre condition d'humain moderne, on va dire, ne nous permet pas de penser comme ça. Et Malik, il aimerait, en fait. Il aimerait arrêter le temps, quelque part. Ouais, Je sais pas, pas faux. il pourrait faire un film sur le voyage dans le temps. Genre. Ouais, Là, il commence à. Je crois qu'il a un autre projet absolument fou, là, qui tourne depuis une dizaine d'années, qui va peut-être sortir l'année prochaine, ou on ne sait pas. c'est sur la Passion du Christ, hein, il me semble. Je Enfin, crois que c'est ouais, alors c'est sur ça a la transcendance ultime, parce que Jésus peut être considéré comme une sorte de philosophe de vie, voilà, ouais, selon comment tu le vois. Je sais que Mel Gibson va faire la suite de la, de OK. la Passion du Christ. C'est pas Ouais. la Passion du Christ, résurrection. Oui, oui. Mais Scorsese aussi, hein, ça serait marrant quand on est les 3, la même année, quoi. La On version de refait la dernière Scorsese tentation du Christ. la version de Scorsese, la version de Mel Gibson et la version de Terrence Malick. Mais Ça n'empêche serait que la dernière tentation du Christ de Scorsese est particulièrement étrange et un peu métaphysique par moment ouais, aussi. C'est un film très étrange dans sa filmographie, comme Silence hein, d'ailleurs, qui parlait aussi de ouais, religion. Et pour en revenir à ce que tu disais sur l'anarchisme potentiel de Malick, sur ce premier film, oui, il prend les codes ouais, des amants c'est ça. criminels, Bonnie and Clyde, mais il les détourne subtilement quand même, Voilà, c'est ça. avec cette voix off en décalage. Ouais. C'est très étrange. La musique aussi, Mmh. musique composée, là, bon, il y a un petit standard de Nat King Cole à un moment, très étrange aussi. Mais la musique, composition, je sais pas si c'est un truc classique ou c'est une composition ou un peu un remix, si on veut. Ouais, Ça peut paraître bizarre. Des fois, la musique, elle est en décalage avec ce qui se passe, comme la voix off. c'est ça. Et ça, c'est Malik, ça. C'est-à-dire que, Ouais. et puis dans sa production, il a décidé de faire ce film seul, scénario et tout, même qu'il vire, enfin, le chef-op se barre au milieu du film. Dans cette idée, il y a une approche anarchiste ou très personnelle, c'est lui qui contrôle, quoi. Ouais. Certains diraient que c'est pas anarchiste, mais autre chose, ça. Mais, mais non, mais voilà, il est hors du système. Là. Son premier Ouais, film, il n'est pas dans le système. Hein. C'est pas un c'est ça. truc hollywoodien. Hein. C'est Mmh. Badlands Productions, je sais pas quoi, ça doit être lui, ça. J'imagine. Je sais pas. Mmh. J'ai J'avoue. pas fait Badlands attention. Company, voilà. Mmh. J'imagine que c'est sa boîte de prod qu'il a juste créée pour le film, en fait. Ouais. Il y a un autre producteur avec lui qui s'appelle Edward Pressman, voilà, qui avait fait un film avec Brian De Palma. Et oui, c'est un producteur qui a beaucoup bossé avec De Palma, mais De Palma lui-même a été un cinéaste qui a souvent évolué autour d'Hollywood. Enfin, Mmh. il a souvent, il s'est un peu affranchi des gros studios, en tout cas. Mmh. C'est pas si étonnant que ça. C'est un peu la contre-culture américaine, hein, Terrence Ouais, Malick. Hein. Je c'est sais ça. pas comment il a grandi par rapport à la guerre du Vietnam, le mouvement hippie et tout, mais ça serait intéressant là, de voir ça. Ouais, Parce carrément. parce qu'il a, Ouais, ouais et du coup aussi j'attends, quand même, du coup sa vision, par rapport à la religion parce qu'apparemment il y avait eu beaucoup de critiques déjà avec, The Tree of Life où on le traitait de catho-intégriste, comme m'avait dit Sage Chakali. Ah, Donc ouais, j'attends de voir la réaction des gens, là sur la vie de Jésus quoi, donc du coup, ah, il me semble que c'était notre ami en commun Artopolis qui avait eu des doutes sur le film après coup. Je crois qu'il l'avait ouais, revu, il avait plutôt apprécié quand même. mmh, Mais alors Malik en fait, c'est marrant parce qu'il est fils d'immigrés syriens. ouais, Donc ça, c'est intéressant. Hein. Né ouais, de religion chrétienne, et il a été élevé aux États-Unis. mmh, Alors, il est né dans l'Illinois, voilà, je regarde un petit peu, mais ça veut dire qu'il a baigné il a gagné, il a eu une éducation chrétienne, voilà, des Syriens qui ont été exclus de leur pays parce qu'ils étaient chrétiens, massacre des mmh, Assyriens et tout. C'est intéressant ça, ça veut dire qu'il porte un héritage d'un peuple qui a souffert. ouais, C'est peut-être aussi pour ça qu'on peut le qualifier parfois de chrétien sur certains points, ouais, et par héritage plus que par croyance, je pense. mmh, ouais, je pense que aussi.
Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a rien sur son idée où il aurait été, je regarde là, s'il avait fait des mouvements de contre-culture. Non, il a été philosophe, ça c'est sûr que c'est un philosophe clair, hein. Ouais, Il a enseigné c'est la clair. philosophie même, hein. Ouais. Donc, c'est intéressant, c'est presque d'abord un philosophe avant d'être un cinéaste. Mmh. Ça se sent peut-être. Carrément. Ça se sent, mais du coup, sur l'aspect politique pur, en étant philosophe comme ça, il a dû réfléchir à beaucoup de choses, mais je crois qu'il n'a jamais exprimé d'opinion politique. Non, D'ailleurs, il a une non. vie très mystérieuse, le monsieur, je crois, hein. Ah oui, il n'aime pas trop rencontrer les gens, enfin, il est très, à part du système hollywoodien, enfin voilà, il vit normalement avec sa famille, très peu le reconnaîtraient physiquement. C'est ce qu'a dit Valérian dans notre échange: «Ah non, mais il fait des courses à côté de chez moi, moi je le reconnaîtrais pas, hein». Ah bah oui, C'est un peu il a c'est un vécu peu à Paris. Il a vécu à Paris pendant longtemps. ah ouais? Voilà, il parle français apparemment, voilà, à un moment, il a coupé du cinéma, pendant 20 ans ou presque. Oui, il a pas fait de film pendant 20 ans, hein, jusqu'à La Ligne rouge, là. Entre Les Moissons du ciel et La Ligne rouge, Mmh mh. il a quand même arrêté sa carrière pendant un petit moment et il a voyagé partout dans le monde. En étant passionné par l'archéologie et civilisations anciennes. Mmh. Ça se voit sur The Tree of Life et Voyage of Time, évidemment. Mais donc, Ouais. déjà, le voyage des personnages en Badlands, là, dans la balade sauvage, on le voit. Il avait envie de partir, lui aussi. Donc, c'est un peu à la fois Oli sur la réflexion, une voix off métaphysique, et un peu Ouais. Kit aussi. Envoyer balader la société et Mmh. partir ailleurs, quoi. Il se Mmh. sentait peut-être exclu aussi, je sais pas. Oh, je pense, ouais, je pense Il était aussi. adolescent à la fin des années 50, hein, donc Mmh. peut-être qu'il a vécu des trucs. Peut-être qu'il a été fan de James Dean. Ça, on saura pas. Et c'est vrai que c'est un film qui est Mmh. à la fois Nouvelle Hollywood et qui transcende de Nouvelle Hollywood, Mmh. Badlands. Ouais, C'est carrément. c'est difficile. On peut le classer facilement, hein. Oui, c'est un film de passion criminelle, romance impossible, sur fond de fuite de la société en mode Nouvelle Hollywood, oui. Ouais. Mais c'est pas que ça. Non, c'est clair. Mais Je ça, on sais va pas dire s'il avait été bien reçu, le film, à l'époque, hein. aucune idée, alors là, ça, j'ai pas regardé les critiques, mais je pense que moi, ça c'est moi, il fait partie de mes coups de cœur, en tout cas, de la carrière de Terrence Malick quand je l'ai Mmh. revu, parce qu'en fait, je l'avais déjà vu, mais j'avais complètement oublié et quand je l'ai revu, bah, là, ce week-end, oui, c'est un de mes films, préférés parce qu'on y retrouve tous les clés, j'ai envie de dire, les questionnements de Terrence Malick sur la vie, qui l'entoure et cetera, comme il fait, magnifiquement bien à travers ses films à chaque fois. Et ouais, moi, il fait partie de mon top dans sa carrière. Je le mettrais sans doute en 2e position après The Tree of Life et en 3e, peut-être Les Moissons du ciel. Je dois le revoir pour mieux en parler la prochaine fois. Mais Les Moissons du ciel aussi, il y a énormément de choses à dire, effectivement sur cette encore Amérique profonde, qui essaye de Ouais. gagner leur vie, à travers cette crise économique, et c'est vrai que ça aussi, c'est très joliment raconté à travers l'histoire d'un là, c'est pas d'un couple, mais c'est à travers le regard d'un frère et d'une sœur. Donc là aussi, c'est encore un regard, très intéressant et peut-être parce qu'il a perdu vraiment son frère, hein, Terrence Malick, c'est une Ouais, histoire vraie, d'accord. hein. Dans The Tree of Life, il le dit que c'est une prière pour son frère, ce film, en fait. Et je pense que dans Les Moissons du ciel, il en parle un peu déjà, à travers le personnage de la petite sœur. Là, c'est une question que je poserais, enfin, si je pouvais lui poser une question, mais je pense que la petite sœur, ça ressemble à toutes les questions qu'il aurait voulu lui poser à son frère qu'il a perdu, quand il avait 19 ans, enfin voilà, ouais, c'est Ah beaucoup de oui, questionnements. Enfin, c'est beaucoup de questionnements, en tout cas, autour de la famille et surtout comment s'en libérer et comment, écraser, le côté héritage aussi de la famille, parce que c'est vrai c'est que vrai. ça, on confond toujours, c'est peut-être pas la famille qu'il faut détruire, mais si on pouvait détruire, l'héritage, ça serait, les enfants se sentiraient, je pense déjà 10 fois mieux, beaucoup plus libres et voilà. Enfin bref, justement là, quand on va parler, de l'Alice Chandler et de la zone intégrée, on va parler des enfants nazis. Les enfants nazis, ben voilà, ils sont Mmh. pas responsables de ce qui s'est passé, mais alors comment, essayer d'expliquer ça et surtout comment, eux les aider à les sortir de là parce que, ben, ils portent tout ce passif horrible de leurs parents, alors qu'eux n'y sont pour rien et Ouais. voilà, toute la question est là quoi donc Ça se dans la zone d'intérêt, ça se voit avec les enfants là, dans ouais, le grand frère qui maltraite son petit frère, qui sont ouais, en train de devenir
des bêtes de guerre d'avance, quoi. Mais ça. c'est intéressant parce que les moissons du ciel, j'étais persuadé dans mon esprit que ça se passait pendant la Grande Dépression, mais non, c'est antérieur, c'est dans les années 1910 à 1916. Mais c'est intéressant parce que il transposait déjà les problèmes économiques des gens dont on n'en parlait pas trop à l'époque. Ouais. La Grande Dépression, quand ça a touché tout le monde, là, alors, tout le monde a subi. Et c'est très intéressant. Là aussi, il y avait des références à la religion avec le feu biblique. Il y a des choses intéressantes. Finalement, Les Moissons du ciel, il faudra que je le revoie aussi parce que la première fois, la narration m'avait un peu déconnecté du truc. Et là, en revoyant Badlands, je me dis, il faut voir le décalage dans Les Moissons du ciel. Mais je pense que Manic, il faut les revoir, en fait, tout simplement. Ouais. Enfin, oui. moi, c'est ce que j'ai fait là, pour le cycle, hein, à chaque fois je les revois, parce qu'il y a tellement, même The School of Life, celui que je connais par cœur, il y a toujours à un moment donné un plan que je découvre encore, enfin une réflexion et tout, enfin c'est voilà, là, c'est seulement après la discussion avec Discadi que je me dis: «Mais en fait, Brad Pitt, enfin le personnage de Brad Pitt, c'est la nature et c'est l'humain, enfin ce côté méchant, patriarcat, qui veut étouffer, ses gamins, qui va avoir le contrôle et cetera». Il m'a dit: «Oui, oui, c'est exactement ça» et mince, j'ai oublié d'en parler dans la discussion, enfin voilà. À chaque fois, de toute façon, on oubliera toujours de parler quelque chose dans les C'est discussions. incroyable parce que tu l'as le Mais patriarcat dans La Balade sauvage, tu l'as avec le père. Bon, même s'il a l'air sympa et tout, il contrôle sa fille. C'est lui qui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il peint. Voilà, il peint des trucs de pancartes publicitaires. C'est-à-dire que tu sens que c'est le boulot. C'est pas le boulot qui sert à rien, mais en soi, quand même, il peint des représentations du capitalisme. Il sert pas à grand-chose, le monsieur. Il n'est pas boulanger, il n'est pas plombier, il n'est pas médecin, tu vois. C'est pas qu'il sert à rien, mais si tu l'enlèves de la société, le pauvre. Tu vois, c'est terrible quand même quand tu y penses. Et il est là, il contrôle. Et il finira mal. Voilà, et c'est intéressant ça aussi. Il tue le père. Malik tue le père dans ce film. Et quand on voit comment est le père Brad Pitt dans l'héritage, je pense que c'est l'héritage tout simplement. Il veut vraiment se débarrasser de l'héritage en fait, familial. C'est terrible parce qu'il a vécu, et pourtant cet héritage familial de la chrétienté qui a subi, donc qui a été ses parents qui ont fui leur pays parce qu'ils ont été persécutés. C'est marrant, il le reconnecte quand même dans ses films comme l'héritage, c'est-à-dire qu'il rejette un certain héritage, mais il sait d'où il vient. Et d'où il vient et qui pose la question de la croyance. Mais je ne suis pas certain que ce soit un croyant pur. Enfin, il croit. Malik croit en quelque chose, mais peut-être pas qu'à un dieu. Enfin, c'est un tout, quoi. Parce que des gens disent que c'est Dieu, pour lui, c'est l'univers, la nature, enfin, c'est tout ce qu'il y a. Voilà. Oui, non, parce que la philosophie, c'est pas religieux, enfin, c'est justement au-delà de ça, enfin, c'est vraiment des recherches sur soi, sur la vie, sur tout ce qui nous entoure, enfin, c'est vraiment ça la religion, donc la philosophie, pardon. Donc voilà. Mais non, c'est un très bon, enfin, quand on le remet pour son époque, et surtout au début de la carrière de Malik, donc le premier film. Et c'est vrai que c'est comme le problème avec certains réalisateurs, qu'en fait, on s'aperçoit que leur premier film, c'est leur chef-d'œuvre. Et c'est vrai que voilà, ça fait déjà aussi partie des petits bijoux de la carrière de Malik, où il impose déjà son style, sa façon de filmer, sa façon de penser à travers ses personnages. Et voilà, moi, je peux que vous encourager à le découvrir si vous aimez ce genre de film, qui est, c'est vrai, très dans le réel, mais toujours avec ce côté quand même rêve, illusion. Et c'est ça que j'aime bien, quoi. C'est vraiment ce genre de film. Aujourd'hui, je m'aperçois que j'aime ce genre de film. Et voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Jules, vas-y. Non, mais c'est dans l'idée de. C'est vrai que c'est ancré dans une réalité, mais on en sort aussi. C'est-à-dire qu'on est dans cette idée d'espérer le paradis. Et d'ailleurs, c'est une sorte de conte où le personnage principal nous dit que voici mon histoire, voici ce qui n'a pas marché. Ce que vous voyez là, ça a été une parenthèse dans ma vie, mais non. La fulgurance, cette quête absolue de d'une forme de perfection d'un ailleurs est difficile le film dit que c'est difficile de l'avoir dans cette société-là, tout simplement. C'est-à-dire que, oui, on a notre héritage, c'est-à-dire que finalement, Kit ait subi un héritage où il est tombé dans la violence, la délinquance, et elle subit cet héritage où elle est née dans un cocon, elle va finir dans un cocon en tant qu'épouse de fils d'avocat. Voilà. Donc il y a une forme de fatalité, c'est pas du déterminisme non plus, mais parce que l'Amérique, voilà, crée des destins et
c'est dans un cadre et ne peut pas sortir de cela malgré toute la beauté de la nature qu'il y a autour. Parce que c'est la malédiction de l'Amérique peut-être. Ce pays s'est créé sur cette violence, sur cet enfermement sur l'individualisme et tout, sur le culte de l'ambition, etc. Et derrière, on oublie ce qu'il y a autour, quoi. Voilà. Et c'est des terres qui, à la base, ne leur appartenaient pas. À méditer, peut-être. Mais c'est pour ça que Malik, quand il a beaucoup voyagé, que dans ce documentaire Voyage of Time, par exemple, il est très proche de cultures qui sont peut-être là depuis des milliers d'années, là où elles sont. Là, les Américains, au final, ils sont là sur ces terres que depuis même pas 300 ans, c'est rien l'histoire de l'humanité, quoi. Voilà. Un pays adolescent, quoi. Et puis l'humain n'est rien face à la nature, hein. Enfin, quand il y a des tempêtes et tout, on le voit, hein, on est nos maisons et tout, se font écraser, enfin, voilà, on le voit. Hein. De toute façon, l'humain n'est rien face aux imprévus et face aux intempéries. Enfin, on n'est pas grand-chose. Hein. On est une petite poussière dans le cosmos et on essaye d'avancer. Hein. C'est ça, complètement. C'est pour ça que c'est pas facile. Quand tu réfléchis à ça après, c'est bien le cinéma, du coup, c'est bien. Voilà. Mais le cinéma, ça sert à ça aussi, hein, enfin, l'art en général, ça sert pour justement réfléchir, etc. Hein. C'est pas juste dire j'ai aimé, j'aime pas, enfin voilà, c'est un scandale. Ou alors expliquer en quoi c'est un scandale éventuellement. Mais voilà. Des fois, oui, il y a des films qui peuvent énerver. Ça t'arrive aussi. Hein. Cette année, tu en as eu quelques-uns qui t'ont énervé, je sais. Il n'y a pas à dire. Enfin voilà. Donc voilà, si vous avez aimé le film ou pas aimé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pourquoi pas, allez-y, dites votre top aussi des films de Malik, ça serait intéressant aussi de le voir. En tout cas, nous, on peut que vous encourager de le voir si vous n'avez pas encore fait. Moi, on pense quand même il fait partie des meilleurs dans la carrière de Malik quand même. Voilà, comme je dis à chaque fois, il faut toujours remettre dans son contexte, dans son époque, à la fois de la carrière de Malik, mais aussi à l'époque des États-Unis. Ça, je trouve qu'on contextualise pas assez les films. Et des fois, on manque parfois d'informations quand on ne le fait pas. Et c'est vrai que là, il faut, voilà, pour comprendre, il faut faire un peu tout ça. Et c'est vrai que ce n'est que les débuts en fait de la carrière de Malik, ce film-là, où il continuera à le faire avec Les Moissons du ciel, et donc 20 ans plus tard, après avec The Tree of Life, enfin, la ligne rouge avant quand même, ne pas oublier la ligne rouge. D'ailleurs, voilà. Tu vois, la ligne rouge, on n'en a même pas parlé, mais petite parenthèse dans la conclusion, le chien qui meurt un moment dans les herbes, un peu à la ligne rouge, là, un acte meurtrier de guerre, hein, si on veut, d'une certaine manière, le chien tué par le père pour dire à sa fille, tu vois, faut pas fréquenter ce garçon, la folie, quoi. C'est de la folie. Le père, il va tuer le chien de sa fille parce qu'elle sort avec le mauvais gars. Voilà, donc, mais parce qu'on pense que... Et moi, je pense que c'est assez vrai. Hein. Quand on tue un animal, en fait, tu es capable de tuer un humain. Ah, mais ça, c'est ce que je me dis. Hein. Et ça, c'est un peu la philosophie des États-Unis, hein, enfin, d'une manière générale. Il y a aussi ce film Les Hommes sont noirs avec Tom Hardy et Shia LaBeouf où il joue le rôle d'un... Enfin, c'est un film de western. Et il y a un de ses enfants qui ne veut pas tirer parce que non, il a horreur du sang, il a horreur de la violence. Mais sauf que en fait, ça va être quoi? Ça va être le plus faible en fait des au moins 7 frères et sœurs, et parce qu'en fait, il n'aura jamais osé tirer sur un mouton. Et voilà, et en fait, ils apprennent malheureusement à tirer comme ça, les Américains. C'est d'abord sur les animaux. Et en général, si tu peux tuer sur un animal, c'est que tu peux tuer sur un humain. Bon, c'est pas la meilleure des choses à faire, hein, mais c'est un peu ça, des fois, dans l'éducation de certaines personnes, en particulier pour les pro-armes, etc. Donc, c'est ça. Le plan du chien mort dans les hautes herbes, là, comme ça, moi, j'ai pensé à la ligne rouge. Pourtant, la ligne rouge, ça fait un petit moment que je n'ai pas vu aussi. J'ai eu ce plan-là, il a une image dans la tête, Malik, ça s'inscrit dans la ligne rouge pour montrer l'horreur de la guerre, la violence. Il utilisera un peu ces mêmes décors. Alors, parce que c'est un autre pays, c'est autre chose, mais quand même, il y a quelque chose. Comme si la nature, d'ailleurs, voilà, elle était là, elle faisait en mode petit avertissement, là. Je sais pas, il y a quelque chose. C'est intéressant, ça. Voilà. C'est clair. Bon. Enfin, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de notre discussion aussi. Si voilà, tu veux rajouter quelque chose ou... Eh bien, j'ai envie de dire merci à toutes et à tous de vous avoir écoutés. Commentaires, on vous lira avec grande attention et on vous répondra. Et merci Peggy pour ta chaîne et tout ce que tu offres, qu'on ne voit pas
vraiment partout sur YouTube. Loin de là. Non, Voilà. mais j'aimerais bien qu'on m'invite, hein. Moi, je demande que ça, en fait, hein, mais Et inviter le rayon décalé, Peggy partout. Voilà. On va voir Peggy partout maintenant. Et parler de choses dont on parle pas forcément souvent au cinéma, enfin à travers le cinéma, je veux dire, et avec des intervenants que tu sais aller chercher là où d'autres ne vont peut-être pas oser. Mais d'ailleurs, tu prouves qu'en osant et en voulant, on peut. Ouais. Voilà. Mais Et ça, c'est pas c'est grâce fini. à l'ami Samir, hein. Enfin, Et voilà. il en est pour beaucoup pour sa scène, hein. Il essaie, Samir, hein. il nous a prouvé Normalement, qu'il il y va avait revenir. des. Mais c'est ça, Samir nous a prouvé qu'on avait des limites qu'on pouvait franchir. Ben, allons-y. Ouais, complètement. Donc voilà. Mais merci beaucoup, Jus. Toujours un plaisir de discuter avec toi, cinéma et bah, merci, ouais, d'avoir accepté l'invitation et puis, bah, on se dit à une prochaine, vidéo. À bientôt. Salut. À bientôt.